Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au comptoir de Calcio Espresso, le podcast qui torréfie le football de l'autre côté des Alpes. Je suis Valentina Clemente depuis Pérouse et je salue mon confrère Cédric Canal à Milan. Bonjour Cédric. Bonjour Valentina, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 4e épisode de notre série sur ceux et celles qui font vivre la passion du calcio en France. Et après Calcio Mio, FR Serie A et la Calcio Academy, cette semaine nous sommes particulièrement heureux de nous intéresser à Serie A Mon Amour. Et oui Cédric, et qui il y a derrière Serie A Mon Amour? Son créateur c'est Nicolas Bass, journaliste actuellement en poste à Berlin pour OneFootball, mais qui a commencé son parcours dans les médias aussi en fondant ce site dédié à la Serie A. Bonjour Nico et bienvenue à Calcio Espresso. Bonjour à vous deux, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Eh bien Nicolas, on va commencer par un petit peu faire connaissance. Est-ce que tu peux nous présenter, pour les rares qui ne connaîtraient pas Serie A Mon Amour, eh bien le principe de ton site et d'où te vient cette passion pour le football italien? Alors le principe, c'est assez simple, j'ai créé en 2014 parce que j'étais déjà un peu dans le monde du journalisme et j'avais envie d'avoir une plateforme où je pouvais un petit peu écrire ce qui me plaisait par rapport au football, anglais sur le football italien, mais je me suis dit que je voulais pas faire d'actualité parce qu'il y avait déjà Calcio Mio justement qui faisait ça de manière complète. Et je voulais au contraire un peu exprimer mes passions liées au football italien, que ce soit l'histoire, la géographie, le football féminin, des interviews un petit peu longues, des contenus plus froids et aussi des contenus de mauvaise foi, des espèces d'éditos, voilà, des papiers un petit peu décalés ou rigolos où je pouvais un peu me permettre ce que je pouvais pas faire dans le monde professionnel. Et d'ailleurs, c'est grâce à Serie A Mon Amour que j'ai trouvé mon travail chez OneFootball. Donc ça a permis de joindre l'agréable à l'utile, disons. La passion du foot italien, tu me demandes, en fait, je suis un fan de l'AS Monaco de base. Fin des années 90, du coup, j'ai découvert David Trezeguet qui m'a ébloui, c'est mon joueur préféré. Pas de physique, pas de muscles, pas de vitesse, et pourtant incroyable joueur. Et en fait, son départ à la Juve en 2000, ça m'a fait découvrir le football italien. Et voilà, un championnat incroyable avec des joueurs vieux qui sont respectés, des joueurs qui restent dans leur club jusqu'à la fin de la carrière, de la roublardise, un énorme niveau technique. Et en fait, en France, le championnat italien, c'était bien vu parce que tout le monde était d'accord que c'était à l'époque le meilleur championnat du monde. Mais en France, à cette époque-là et encore plus après, il y a eu un petit côté, la rivalité avec l'Italie, les clichés sur l'Italie, etc. Et par esprit de contradiction, ça m'a encore fait plus aimer le foot italien, qui est encore pour moi un dernier bastion du romantisme du football avec voilà, les joueurs vieux, les joueurs vicieux, et puis toutes les affaires incroyables qui sortent quasiment tous les jours. Justement, tes sujets, si on regarde les sites, sont toujours un peu décalés. Comme tu as dit, tu ne voulais pas faire de l'info tout court. Quelle est la source d'inspiration ou les sources d'inspiration? Les choses que tu traites, pourquoi, et voilà. En fait, les sujets que je choisis, je les fais par rapport à mes passions que j'essaye de relier au foot, que ce soit donc l'histoire géo, la littérature, la culture, certains joueurs que j'aimerais remettre un peu en avant ou que je trouve qu'on a un petit peu oubliés. Et j'essaie de structurer depuis un petit temps sur quelques séries, que ce soit des interviews de femmes liées au foot. Là, c'était Carolina Moracce. Il y avait Laura Agar aussi avant, qui était à la Fiorentina et qui est passée à Milan. J'ai commencé une série sur les fratries, avec les Cevenini, les Sentimenti. J'essaie de trouver un sujet qui me plaît et après de le décliner sur 2, 3, 4 articles. Tu parlais de tes passions, notamment histoire, géographie. Parmi tes dernières créations, il y a cette carte des clubs européens avec les logos, les villes, les noms. C'est vraiment un puits de connaissances, aussi un puits de souvenirs, puisque je suppose que c'est la même chose pour toi lorsque tu étais enfant. Le football était l'une des sources pour apprendre la géographie lorsqu'il y avait ces matchs européens, parfois dans l'Europe de l'Est. Alors pareil, comment t'es venue cette envie de faire ce gros travail, puisque c'est vraiment un gros travail. Et je crois d'ailleurs que tu souhaites élargir au-delà de l'Europe. Il y a eu d'autres sites avant qui ont fait des cartes par rapport à leur club. Je pense à Nordisk Football qui avait fait d'une manière ou d'une autre une carte. Je crois qu'ils avaient relié des articles avec les clubs qui étaient traités, etc.
Il y avait déjà des gens qui avaient fait des cartes papier qu'on pouvait acheter ou imprimer pour faire un beau poster. Et je me disais que ça aurait été un plus d'avoir une carte, un minimum interactive avec dedans l'année de la fondation, le stade, la capacité du stade. Je me suis dit que tous les jours, j'en ferais un petit peu. Au début, je voulais faire que l'Italie. Et donc, après avoir fait la série A, la série B, la série C, j'étais déjà à 100 clubs. Et je me suis dit, pourquoi pas l'étendre? Et donc, je suis parti sur l'Europe avec deux amis qui m'ont un petit peu aidé. Merci Lucas et Romain. Et du coup, là, j'en suis à l'Europe. J'ai commencé déjà à étendre un peu sur le Liban, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Mais évidemment, à terme, le but, ce serait de faire la carte mondiale des clubs. Tout seul, c'est pas possible parce que là, je vais arriver à 1000 clubs et ça me prend énormément de temps. Pourquoi pas solliciter sur Twitter, commencer à solliciter des gros comptes qui couvrent de manière formidable d'autres parties du monde. Alors je dis ça, il y a la MLS en français, il y a Lucarno Posé, des sites comme ça que je pourrais peut-être, de manière un peu coquine, taguer sur Twitter en disant quand est-ce que vous m'aidez pour la suite, quoi. On pourrait inviter FC Géopolitique, peut-être vous pourrez faire quelque chose ensemble, on ne sait jamais. On peut faire des tractations dans le prochain épisode. Voilà, pourquoi pas. Justement, tu en parlais au début, c'est un truc qui m'a toujours marqué, l'effet que dans les titres de Ça vient mon amour, il y a aussi cette mauvaise foi. C'est quelque chose qui reste dans la tête. Comment tu as pensé à l'ajouter quand même au titre et pourquoi? Parce que pour moi, surtout au début, c'était très important de faire quelque chose où je pouvais donner une opinion franche de supporter de foot et de mauvaise foi de base. Et c'est ça qui fait que c'est rigolo de parler foot avec des gens. C'est parce que les gens vont te soutenir que machin est bien meilleur pour des arguments en partie bidons, mais qui sont rigolos. Mon adolescence, c'était de soutenir que David Trezeguet était bien meilleur que Thierry Henry en équipe de France, que c'était un scandale qu'il ne soit pas titularisé à tous les matchs, etc. Je prenais des chiffres et je les montais en épingle. Je racontais tout pour expliquer qu'Henry n'avait jamais eu de but important en équipe de France, etc. Et je pense que par rapport au football italien, c'est important aussi de ne pas être trop sérieux. Il y a beaucoup d'autodérision, je pense, dans le foot italien, même si les gens prennent super au sérieux. Quand il y a des faits un petit peu plus légers, on sait en rigoler. Et on sait aussi que quand tu supportes une équipe, tu peux dire n'importe quoi. Et moi, c'était important de garder le côté un petit peu ouvert. Et ce qui m'a aussi permis d'ouvrir la porte de temps en temps à des contributions extérieures. Là, il y a Eric Maggiori de SoFoot qui avait fait un édito sur sa Lazio. Je donne la parole à des supporters de temps en temps. Si j'avais fait un truc super sérieux, que factuel et que d'actualité, j'aurais pas pu me permettre ce genre d'écart. Et c'est vrai, Valentina, je pense que tu le confirmeras, mais la mauvaise foi est quasiment le premier commandement du tifoso italien, non? Oui, on peut les dire. Voilà, ça suffit à regarder toutes les polémiques qu'il y a autour des arbitres. Là, avec la VAR, c'est encore pire parce que quand même le foot, c'est l'argument base quand tu t'allais dans un bar. Et je pense que ce n'est vraiment à cause de ça, à un certain moment, du fait que les gens avant, ils n'avaient pas la transmission des matchs, donc peut-être il y a une télé où tu allais regarder les matchs dans des bars ou quand même tu allais avec des copains prendre un café, tu écoutais la radio, donc ça crée vraiment cette ambiance où tout le monde se soutenait parce qu'on étant de la même équipe. Et là, voilà, c'est devenu une caractéristique du foot italien. Alors Nicolas, tu as récemment, tu le disais, parmi les séries que tu fais, tu as récemment interviewé Carolina Moracci, qui est vraiment une légende du foot italien, au-delà du football féminin, qui est vraiment un nom qui compte dans l'histoire du football italien. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter les coulisses, déjà comment tu as obtenu son accord, et puis comment ça s'est passé cet entretien? Alors les coulisses, oui, je l'ai contactée directement sur LinkedIn parce que j'ai vu qu'elle avait un compte et j'ai tenté ma chance au bluff. En général, sur LinkedIn, ça marche moyennement. Mais elle m'a répondu du tac au tac quasiment en me disant qu'il fallait que je passe par l'attaché de presse de la Lazio. Et du coup, j'ai eu un petit peu de temps pour avoir la réponse de la Lazio.
Et dès que c'était bon, on a programmé l'interview avec Carolina Morace. Et du coup, ça s'est passé. On a fait un appel WhatsApp que j'ai enregistré. Ça a duré 3/4 d'heure, 1 heure. Ça s'est vraiment bien passé. Elle parle très bien, elle a beaucoup de charisme. Donc parfois, je la laissais aller dans des réponses vraiment approfondies. C'est d'autant plus agréable que quand je l'ai interviewée, ils étaient en train de remonter, c'était deuxième de série B. Elles sont passées en tête depuis, elles enchaînent les victoires. Elles sont promues pour la série A déjà, donc ça fait vraiment plaisir de voir que ce qu'elle m'a dit par rapport à ses méthodes de coaching, sa vision de la fin de la saison, etc., s'est déroulé comme elle l'espérait. Vous avez parlé aussi du fait qu'il a risqué d'être la première femme sur un banc d'hommes, d'ailleurs à Pérouse. Je ne sais pas si vous avez parlé dans son histoire aussi de ça, quand c'était Gauchi qui l'avait appelé, mais finalement, il ne s'est pas fait. On n'a pas parlé de ça, on a parlé effectivement de son passage sur un banc en série C avec les hommes. Viterbese, je Victor crois. BC, exactement. Ce qui en ressortait pour elle, c'était que l'aventure n'avait pas duré longtemps, mais que ça l'avait confortée dans la pensée que entraîner des femmes et des hommes, c'est exactement la même chose. C'est juste un peu d'adaptation, c'est pas le même niveau, mais qu'une femme peut très bien entraîner des hommes et que c'est absolument pas un problème. D'ailleurs, on l'a vu en France aussi avec Corinne Diacre qui, avant de reprendre la sélection, était à Clermont et voilà, ça s'est bien passé. Donc, effectivement, mais l'interview vraiment que je recommande puisque tu reviens, que ce soit sur sa carrière, ses records, les Coupes du Monde en tant que joueuse, puis la transition qu'elle est passée entraîneur et puis même des moments un peu plus personnels de sa vie. Donc, voilà, c'est vraiment une interview complète. Et même peut-être les gens qui connaissent très peu le football italien, le football féminin et ou le football italien, voilà, ça peut arriver de se dire, bah voilà, Carolina Morace, moi j'ai des amis qui me disaient, bah j'ai jamais entendu parler d'elle. Mhm. Bah, de se rendre compte qu'il y a des gens avec des parcours incroyables. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réussi tout ce qu'elle a fait, quasiment en tant que joueuse, en club, avec la sélection, ses aventures à l'étranger, elle a vécu des choses incroyables. Canada, Trinidad et Tobago, en Australie aussi. Et là, remonter la Lazio en Série A, c'est vraiment un parcours vraiment plus que complet. Donc, c'est un personnage à connaître. C'est lesquels, par contre, les sujets que tu portes dans le cœur et pourquoi? Dans le sens, entre tous les sujets que tu as suivis, s'il y en a un particulier qui te touche. J'aime bien ressortir des vieilles histoires qu'on a oubliées, mais qui sont un peu exceptionnelles. Je pense aux fratries, où ils étaient 5, où ils étaient 8 dans la même famille. Je pense aussi, j'ai fait un article sur comment Napoléon, indirectement, a favorisé la première victoire de l'Italie sur la France, parce que c'est lui qui avait fait construire l'Arena Civica à Milan, dans laquelle s'est joué le match. J'aime bien essayer de relier deux points d'histoire qui sont pas forcément si proches, mais qui ont un rapport. Et voilà, je sais que le foot et l'histoire, c'est pas du tout le sujet le plus vendeur. Et c'est pas ça qui va faire des scores incroyables, etc. Mais j'aime trouver des sujets que j'ai l'impression n'ont pas été traités ailleurs, en fait. Et je me dis, j'ai pris du temps pour ça. Ça aurait peut-être pas 35 000 lectures, mais j'ai fait quelque chose d'un petit peu unique. Et c'est une petite fierté. Et vu qu'on est dans un podcast, mais sur ton site, tu publies aussi des podcasts et tu as une série, tu peux nous présenter. En fait, bon, évidemment, j'aime la musique, mais je ne suis pas un très, très grand connaisseur de musique italienne. Et je m'étais dit, ce serait un bon défi d'en connaître plus et de le lier au football italien. Et du coup, j'ai essayé de chercher des liens. Voilà, pour l'instant, j'en suis à 3 épisodes. J'en ai un quatrième qui est en cours de préparation. C'est les liens entre le rap et le foot italien. Et en fait, le premier numéro, c'était un peu un numéro pilote. Voilà, c'était Canari Nova et le foot à Modène. Le deuxième, c'était Rita Pavone avec la partita di Pallone et la naissance des Ultras en Italie. Et la troisième, c'était plus sur la musique à Naples, de l'opéra à Maradona, au sens qu'au XVIIIe siècle, Naples, c'était une des villes centrales en Europe pour la culture, avec une scène d'opéra extrêmement riche. L'évolution de la musique à Naples jusqu'à Maradona et les chants sur Maradona.
D'ailleurs, puisque tu parles de musique, ça me fait penser à Franco Battiato qui est décédé hier. Ça a beaucoup marqué l'Italie, puisque c'est vraiment une légende de la musique italienne. Et Levista Undici a ressorti une citation de lui. Et du coup, voilà, ça m'a fait penser, donc pendant que tu nous parlais, je l'ai retrouvé. Le foot m'a transmis des sensations métaphysiques. Quand j'allais en déplacement dans les diverses villes siciliennes, j'avais l'impression que chaque ville était enveloppée d'une espèce de personnalité. Ça rapporte aussi un petit peu ce lien par rapport au football qui va aussi au-delà, Parce que et d'ailleurs, il aussi pour a les supporters. joué, je lisais hier, Hmm. comme libéro. Et il a dit, j'étais une Oui. des premières dans ces postes. Et voilà, après sa vie, il a pris une autre route, pas celle du foot, mais de la musique. Et bon, on peut dire qu'on était chanceux qu'il a commencé à jouer, à chanter et tout cela. Mais ça a été sympa aussi de voir sa vie de footballeur parce que ça a été sous les lignes. Hein. Voilà, toujours. Et c'est bien de voir qu'en Italie, les hommes ou les femmes de culture ou philosophes ou personnes de lettres, c'est pas une honte de parler de football ou de lier au football. Je pense à Pasolini, qui est l'exemple ultime peut-être. En France, il y aurait des leçons à tirer de comment ça se passe en Italie, de la fierté de parler de football, ou en tout cas de pas faire comme si c'était un sport sale ou qui n'a pas à voir avec la culture et avec la littérature, la philosophie et tous les autres aspects des arts. Et toi, justement, qui es aussi journaliste, travaille pour OneFootball et qui suit toute l'actualité européenne, tu sens un petit peu cette différence entre la France et peut-être certains voisins européens sur la place du football dans la société? Ça dépend à qui tu compares. Quand tu regardes, je pense, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne, même l'Allemagne, où je vis depuis un peu plus de 3 ans, je pense que la ferveur autour du foot est peut-être plus généralisée. C'est-à-dire qu'en France, évidemment, tu as des clubs et des supporters et des clubs de fans qui sont ultra fervents, où l'ambiance est incroyable, etc. Tu peux pas dire qu'à Lens, à Marseille, à Nantes, à Lyon, à Saint-Etienne, etc., qu'il n'y a pas de fans, etc. Mais je pense que très vite, dès que tu sors d'un petit nombre de personnes, d'un nombre limité, la passion est complètement diffuse et n'est plus là. Alors que j'ai l'impression que dans les autres gros pays européens, il y a quand même une passion plus généralisée et que même dans l'actualité générale, on va plus parler de football qu'en France. En France, on parle de foot dans les quotidiens, à la radio ou à la télé généraliste quand il y a un scandale, quand il y a un truc énorme qui concerne Zidane ou voilà, un club français qui est en demi-finale ou finale de Ligue des Champions. Mais sinon, on parle souvent à la télé, à la radio, dans les médias généralistes de manière négative du football. C'est voilà, l'évasion fiscale, c'est des supporters qui auraient fait tel méfait, tel joueur qui se serait mal comporté, tel scandale. Mais le suivi du football quotidien fait pas partie intégrante de la presse généraliste. Alors que en Italie, en Angleterre, en Allemagne, c'est partout, tout le temps. Donc je pense que la culture foot, elle est là en France, mais peut-être pas encore complètement généralisée. Et ça ne transperce pas dans tous les domaines d'actualité. Justement, tu parles d'actualité, un petit regard sur l'actualité pour finir, puisque la Serie A se termine ce week-end. Alors, bon, il y a le titre de l'Inter. Pour le maintien, c'est aussi réglé, puisque Benevento, Parme et Crotone donc, vont descendre. On attend de connaître les dernières places pour qui ira en Ligue des Champions et en Europa League. Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison? Et est-ce que tu as peut-être, je sais pas, un coup de cœur, un amour sur cette saison de Serie A? Bah, déjà, je suis assez content de voir qu'il y a eu un très gros niveau. Le nombre d'équipes qui ont été plaisantes à regarder, alors peut-être pas toute la saison, mais la première partie de saison de l'AC Milan, il y a eu quelques matchs, ça faisait plaisir de les voir comme ça. Je suis pas supporter de l'Inter, mais je suis vraiment content déjà que l'hégémonie de la Juventus se termine, parce que je pense que ça va encore plus apporter au niveau homogénéité et duel pour la saison prochaine. Donc ça peut faire que du bien au foot italien. Et puis pour Antonio Conte, que j'aime beaucoup, que je pense qu'il est un excellent entraîneur. Coup de cœur, je vais pas dire Sassuolo parce que c'est un petit peu facile. L'Atalanta, quand même, on pensait que le départ de Papou Gomez allait avoir un impact cet hiver.
On pensait qu'il finirait par s'essouffler comme toutes les saisons depuis quelques saisons. On pensait que la machine allait se gripper et pas du tout. C'est un beau pied de nez à la Juve qui sera peut-être pas qualifiée en Ligue des Champions et dont Agnelli expliquait que mais regardez l'Atalanta qualifiée en Ligue des Champions, c'est pas normal, il faut qu'on fasse la Super League en gros. C'est raccourci. Hein. Aussi, ça montre qu'une petite équipe, petite entre guillemets, hein, avec peu de moyens, peut passer devant les deux Rome, peut passer devant la Juve, peut peut-être passer devant Naples et Milan. C'est ce que j'aime dans le foot italien, c'est le côté un petit peu à l'ancienne, un peu romantique, et qu'une petite équipe confirme saison après saison, qu'en gardant à peu près les mêmes joueurs, le même entraîneur, sans changer d'entraîneur toutes les saisons et demie, sans recruter une grosse star, etc., arrive à plus de 75 points, 80 points, mettre plus de 80 buts sur une saison quasiment. Donc, c'est un coup de cœur un peu facile, mais ça fait vraiment plaisir. Pour terminer, vraiment, je te demande juste un dernier regard sur l'équipe d'Italie pour l'Euro. Qu'est-ce que tu attends, si tu attends quelque chose, vu que, bon, on s'approche. J'attends déjà que l'Italie propose un beau jeu et équilibré comme elle l'a fait ces derniers temps, c'est-à-dire effort d'arrière et alléchant devant avec des occasions, des centres, des tirs. Et j'attends de voir ce que le milieu va donner. Ça dépendra beaucoup si Verratti revient. Avec le Locatelli, Barella, ce serait quand même incroyable de voir finalement ce trio proposer quelque chose. Et pour Mancini aussi, qui quand il est arrivé à la tête de l'équipe, certains m'ont critiqué quand même en disant ouais mais Mancini, il n'est pas fait pour l'équipe nationale, etc. Ça fait 2 ans et demi qu'il prouve que il est reparti de zéro, il a créé un nouveau projet avec des joueurs qui sont pas forcément extraordinaires, mais qu'il arrive à vraiment mettre à leur meilleur avec l'équipe nationale. Donc, je pense que ce serait une belle récompense pour lui de faire un bel Euro. Le groupe est déjà relevé. Hein. Faire une belle phase de groupe, en sortir. Pourquoi pas passer un ou deux tours et se retrouver en demi, voire aller en finale. Il a de la chance parce qu'il n'y a pas tant de pression que ça. C'est-à-dire que tout le monde sait que l'Italie est pas mal. Si jamais l'Italie ne gagne pas l'Euro, il n'y aura pas mort d'homme. Ouais. Après, s'ils font une phase de groupe nulle et qu'ils font 2 nuls et une défaite, ça passera mal. Mais s'ils sortent avec les honneurs en quart ou en demi, s'ils proposent un bon jeu, ça passera bien. Donc je pense que là, l'Italie en mode outsider, pas trop attendu, ça peut faire quelque chose de sympathique. Et tu prévois peut-être des contenus, des articles autour de l'Euro, justement, sur Serie A Mon Amour? Je pensais faire un petit, juste avant le début de l'Euro, pourquoi l'Italie va gagner l'Euro. Parce que voilà, il faut quand même... Le côté mauvaise foi. Côté mauvaise foi, mais avec des arguments qui sont plus ou moins justifiés dans l'article. Et après, je pense, après l'Euro, en fonction de ce qui s'est passé, faire aussi un petit bilan de Final. mauvaise foi. Voilà. Après, je pense pas faire beaucoup de contenu pendant l'Euro, voire pas de contenu, parce que je vais beaucoup travailler déjà et parce que, encore une fois, l'actualité sur Serie A Mon Amour, ça m'intéresse pas vraiment. Et je préfère faire quelque chose qui sort de l'ordinaire un petit peu à la fin de la compétition. Que ce soit pour les mettre en valeur, soit pour... Non, ce sera pas pour descendre en flèche quelqu'un parce que j'aime bien rester positif aussi. Mais j'espère pouvoir écrire quelque chose de très positif. Et on l'espère tous, voilà, de voir l'Italie faire, comme tu as dit, au moins un beau parcours. Et on espère de pouvoir lire avant et après l'Euro tes articles, écouter tes podcasts. Et on te remercie vraiment pour cet éclairage sur ton travail et ton site Serie A Mon Amour, parce que c'est beau de voir comment de beaucoup de points différents, parce que jusqu'à là, on a vu vraiment des travaux différents fait par tout le monde, qui fait qu'on a vraiment une impression que la Serie A soit touchée par tous les angles. N'est-ce pas vrai, Cédric? Oui, exactement. C'est vrai qu'on voit qu'en France, il y a vraiment de nombreux passionnés de la Serie A qui la font vivre à d'autres passionnés, que ce soit l'actualité ou que ce soit par de belles histoires, comme toi, Nicolas, tu le fais sur Serie A Mon Amour. Donc, on est très content d'avoir l'opportunité de vous rencontrer et de faire des podcasts avec vous. C'est des moments très plaisants pour nous aussi. Merci beaucoup pour cette belle initiative. Merci pour l'invitation. J'espère qu'après l'Euro, on pourra
refaire un point. Refaire un Voilà. point, voilà. Et être On fera positif, une table ronde avec tous les créateurs des contenus. Ça pourrait être un beau moment. et notamment pour être positif pour Mancini, puisqu'il a prolongé jusqu'en 2026. Donc, on va lui souhaiter un bon euro, parce que sinon, ça pourrait déjà devenir compliqué pour lui. Donc, Ouais, ce serait dommage. jamais prolonger les entraîneurs et les sélectionneurs avant la compétition. Ben, surtout qu'il avait déjà un contrat jusqu'en 2022. Donc, c'est vrai que ça a un petit peu surpris tout le monde, cette prolongation aussi longue. Alors qu'il n'a pas encore joué une seule compétition internationale. C'était assez surprenant. Mais je pense que c'était vraiment pour ça, pour dire que c'était sous la durée, au-delà de ce qui se va passer pendant l'Euro, parce que quand même les projets de Mancini et de la nationale en ce moment, c'est la reconstruction. Il le disait par rapport aux jeunes, par rapport au fait qu'il a changé beaucoup la façon de gérer l'équipe nationale. Et donc, on verra après qu'est-ce qu'il va passer. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Nicolas Bass, journaliste pour OneFootball, depuis Berlin, d'avoir été avec nous, d'avoir fait ce petit crochet vers l'Italie. C'était vraiment un plaisir. Merci à vous. Merci, à la prochaine. Ciao. Va a puntare l'area di rigore. Pedro se la sposta sul sinistro, da lì può calciare. Pedro 2-0 Roma, gol bellissimo e derby forse chiuso. Et merci encore, Nicolas. Là, on a parlé des histoires un peu moins connues. Et je pense on va continuer un petit peu dans l'Espresso, parce qu'on on allume les phares sous la série B. Exactement, Expresso Série B, puisque les playoffs sont actuellement en cours pour connaître la troisième équipe qui montera en Série A. Mais on connaît donc déjà les deux premiers promus. Donc après Empoli, qui est champion, la Salernitana a obtenu le deuxième billet pour la Serie A la semaine dernière. Et donc la Salernitana va retrouver la première division italienne après 22 ans d'attente. Mais pour l'instant, il y a toujours un mais, puisque le propriétaire du club, Claudio Lotito, doit d'abord le vendre. Car Lotito est déjà président de la Lazio. Or, le règlement fédéral interdit une même propriété pour deux clubs professionnels évoluant au même niveau et même au-delà, normalement, deux clubs professionnels. Mais il y a des dérogations lorsque les clubs ne sont pas au même niveau. Mais donc, avec cette montée-là, il va falloir régler ce problème. On a d'ailleurs vu des prix, des transferts entre les deux clubs ces derniers temps. Akpa Pro, par exemple, puisque depuis 2011, donc, Lotito contrôle le club de Salerne, qui était retombé en série D. Il est aux manettes à travers un montage incluant sa famille, dont son beau-frère Marco Mezzaloma. Et donc, d'ici fin juin, la situation devra être en ordre pour permettre l'inscription du club, qu'il avait donc repris en faillite et porté en Série A sans déficit, mais aussi sans passion. Autour de lui, il est assez contesté par les tifosi. Donc, Salerne, une vraie terre de foot, et donc un derby bouillant en prévision contre le Napoli. Et justement, un cas qui pourrait aussi arriver à De Laurentiis, puisque le président du Napoli a repris Bari avec son fils. Et son projet est de ramener le club des Pouilles en Série A. Et actuellement, ils sont d'ailleurs en play-off de Série C, en espérant remonter en Série B. Bah oui, c'est quelque chose. Pratiquement, l'histoire, c'est aussi que ces clubs, ça devait faire un peu les clubs réserves pour faire monter les joueurs en puissance, des jeunes qui étaient jetés peut-être pour les Napoli ou pour la Lazio et fait entraîner dans les séries plus bas. Après, on ne peut pas avoir de club en Serie A et ça est arrivé plus vite à le titre. Et on verra parce que ça fera de la jurisprudence. Et juste un mot sur le derby, Salernitana-Napoli, Les qui a derbys, rarement eu lieu. Ça va être très, très, très chaud parce que les deux parts des supporters, ils ne se supportent pas du tout. C'est vraiment des ennemis. C'était pas comme Benevento. C'est vraiment une autre histoire. Et peut-être on pourra faire un podcast pour faire un éclairage sur cette situation. On aura l'occasion, puisque Lotito
avait a priori déjà prévu le coup en cas de montée. Dans la presse italienne, on parle soit d'un groupe américain, soit de repreneurs romains. Mais en tout cas, ce serait en passe d'être conclu. Donc, la vente devrait être effective ces prochaines semaines. Ton espresso, toi, Valentina, reste en série B et parle aussi, puisqu'on a parlé de Caroline Morace, parle aussi de football féminin. C'est pas vraiment du football Non. féminin, mais du ça parle football, des femmes. de femmes. Voilà. De femmes dans le football. Tout à fait, parce que aussi, ce s'est passé maintenant un moment, mais la semaine dernière, vu notre podcast sur Mourinho, on n'a pas le temps d'en parler. Je vais saluer premier arbitrage d'une femme d'un match de Série B. Maria Marotta, de 37 ans, il a dirigé les matchs entre Regina et Frosinone terminé 0-4 pour les hommes de Grosso. Ça semble un petit pas, mais ça fait toujours plaisir de voir des pas en avant parce que c'était, comment dire, pas prévu il y a si longtemps. Donc, on espère la voir bientôt aller encore plus loin, peut-être en Serie A avec sa rigueur, avec l'exemple de la France et de Stéphanie Frappard qui quand même brûle les pas avant les autres. Exactement. Eh bien, c'est terminé du coup pour ce 34e numéro de la saison. Vous pouvez nous retrouver sur calcioespresso.com et nous écrire sur contact@calcioespresso.com pour réactions, propositions de sujets, de partenariats. Et puis, vous pouvez retrouver notre catalogue sur les principales plateformes AudioMins, mais aussi Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon ou encore Apple Podcast, YouTube et vous abonner pour ne manquer aucun numéro. Et vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon pour soutenir Calcio Espresso et contribuer à son développement. Si vous souhaitez faire partie de l'aventure, les liens sur notre site et les réseaux sociaux, où vous pouvez aussi nous poser des questions. Réagissez sur Twitter, Facebook, Telegram, Instagram. Vous pouvez nous écouter sur Radio Grande Air et Radio Italiana Vera les vendredis à 18h et les dimanches à 11h. Clubhouse à 18h45 les vendredis, notre home, maintenant que Android est bien arrivé sur la plateforme. La musique derrière nous, c'est Genis de Daybreak. Eh bien, bonne fin de semaine, Valentina, bonne fin de semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao! Ciao, ciao!